Bonjour à toutes et tous et bien retrouvés pour ce 4e numéro de Serie A Espresso, les podcasts qui parlent de la Serie A et de son actualité. On pense que ce dernier week-end nous a laissé des traces. On peut dire qu'il y a des résultats qu'on n'attendait pas. Donc, on est là pour débriefer avec Stéphane Audi et Cédric Canal depuis Rome et Milan. Moi, je suis à Pérouse, comme toujours. Bonjour les amis. Bonjour Valentina, bonjour Cédric, bonjour à tous et à toutes. Et bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Et avant de débattre sur le football et sur les matchs qui nous ont intéressés ce week-end, et particulièrement un match qui nous a pas mal concerné, je voulais souhaiter une bonne Saint-Valentin à tout le monde et donc une très très bonne fête à notre Valentina. Merci, c'est très gentil. Bon, on peut dire que cette fête arrive dans le bon sens, dans le sens que personne ne se fait du mal ce week-end. Ni moi et toi, Cédric, ni Stéphane, avec ces matchs rattrapés à la dernière minute de la Roma. Donc, on reste tranquille dans ce chemin qui, quand même, ça reste très intéressant, où l'unique équipe qui a fait la bonne affaire, c'était le Milan AC qui s'est porté devant aussi, si l'Inter, il a toujours un match en retard, Cédric. Exactement, on va justement parler tout à l'heure de l'AC Milan, un nouveau leader donc de cette Serie A qui a fait ce qu'on appelle le sorpasso en italien. Sorpasso pour le moment provisoire puisque l'Inter a un match en retard et donc pourrait reprendre la tête en s'imposant contre Bologne. Mais on ne pouvait pas ne pas commencer par le gros match de ce week-end qui se déroulait bien sûr au Stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Inter. Qui t'a vu pour la première fois, Cédric, je suppose. Alors, c'est la deuxième fois. J'avais vu avec le nom du San Paolo, j'ai vu un Napoli-Juve il y a 3 ans, je crois, avec une victoire de la Juve. J'y suis retourné pour ce Napoli-Inter, donc j'ai toujours pas vu le Napoli gagner, ce qui ne m'a pas attristé, je dois le reconnaître cette fois-ci. Mais non, mais voilà, c'est un beau stade, même à 50%, l'atmosphère tout autour du stade et dans le stade est vraiment très, très belle. Et donc, oui, commencer par ce match, puisque si vous nous suivez, que ce soit dans Calcio Espresso depuis plus d'un an maintenant ou sur ce Serie Espresso, vous savez que Valentina a une légère préférence pour le Napoli. Passion, voilà, légère. Petit peu. Et moi, une infime passion pour l'Inter. Donc, on était assez concernés sur ce match. Et donc, on va demander à Stéphane, pour commencer, ce qu'il en a pensé de ce match de façon particulièrement froide et neutre, du coup. Alors, je vais vous avouer que j'ai pas regardé le match. J'ai regardé les highlights et je me suis un peu renseigné. Je trouvais que le premier but arrive très vite avec le penalty tiré par Insigne qui marque encore. Et l'Inter s'en remet encore une fois à Dzeko qui j'ai l'impression fait bien le taf et c'est lui qui avait ouvert aussi le score contre la Roma en Coppa Italia dans la semaine. Donc voilà, et donc je vais pas trop parler du match, je vais vous laisser faire parce que vous serez plus à même de donner votre avis et de faire une analyse de tout ça. Mais moi, la question que j'aurais, c'est plus par rapport à Dzeko. Comment il est perçu au niveau de l'Inter, des tifosi? Est-ce que je crois qu'il a signé pour 2 ans avec l'Inter. Est-ce qu'il y a déjà un projet de le prolonger ou est-ce il est vraiment là pour faire la transition après que Lukaku soit parti en attendant qu'un autre attaquant ou un plus jeune prenne la relève. Voilà, c'est juste la question que j'avais sur ce match-là. Après le 1-1, ben, ça fait que le Milan AC passe devant. Et si vous vous rappelez bien, je disais la semaine dernière que le Milan AC, je pensais qu'il pouvait faire une très bonne fin de saison. Donc là, ils sont en tête avec un match en avance sur l'Inter. Mais à voir, ça va être très intéressant. Alors, pour te répondre sur Dzeko, il est vraiment apprécié par tout l'environnement Inter, que ce soit au niveau du club et des tifosi, parce qu'il est vraiment arrivé tête basse. Il n'a pas fait de déclaration, il s'est mis au travail tout de suite. Pour rappeler une anecdote, mais lorsqu'il était en tractations, bloqué un petit peu entre l'Inter et la Roma, il a fait un geste en abandonnant, je crois, 2 semaines de salaire que la Roma lui devait pour pouvoir tout de suite signer et être disponible pour un match amical contre le Dynamo Kiev. Donc, ça montrait vraiment l'envie de sa part de répondre à ce projet.
Et non, il travaille vraiment. Il ne faut pas oublier, il a 36 ans. Donc, ce n'est pas Lukaku, c'est sûr. Mais bon, Lukaku était vendu 115 millions d'euros. Lui est arrivé gratuitement avec juste un bonus si l'Inter se qualifie pour la Ligue des Champions, je crois, de 2 millions d'euros. Donc voilà, c'est une très belle opération. Il en a 10 buts en championnat. Tu le disais, il a marqué en milieu de semaine là, contre la Roma aussi en coupe. Il a marqué le but contre la Juve qui avait permis d'ouvrir le score, par exemple. Donc, il a marqué 2 buts en Ligue des Champions. Donc, non, il est important. Et puis, il travaille beaucoup pour l'équipe. C'est un joueur, c'est quasiment un regista offensif. Il décroche beaucoup, il fait beaucoup de travail défensif. Donc, non, vraiment, une belle acquisition. Il a signé donc pour 2 ans. L'idée, c'est d'ajouter la saison prochaine, du côté de l'Inter, un attaquant un peu au profil comme cela, assez physique. C'est Scamacca qui est assez cité de façon assez... Il n'était pas là cette fin de semaine pour Rouge. C'est ça, la chance de la Roma. Il était suspendu comme Raspadori contre la Roma. C'est lui qui semble être pas son successeur. Il devrait venir 1 an pour être en alternance avec lui et apprendre à ses côtés aussi. Et puis après, on verra comment sera Dzeko, peut-être le prolonger pour être une doublure avec un salaire inférieur, à moins qu'il lui veuille continuer ailleurs ou prendre sa retraite. Mais voilà, l'idée de l'Inter, c'est titulaire cette saison, en alternance avec un Scamacca la saison prochaine. Et je pense que ce serait effectivement un duo assez complémentaire. Ce serait intéressant pour Scamacca de passer une saison comme ça avec Dzeko, parce que c'est vraiment un grand attaquant qui a une très, très grande expérience, qui est très, très ouvert envers les autres. Donc, je pense que pour sa jeune carrière, ce serait l'idéal pour lui de faire ce choix-là, de passer une année, pas avoir la lumière seulement sur lui, parce qu'Amaka, mais l'avoir avec Dzeko, ce serait plutôt intéressant. Quand même, en général, j'ai trouvé, pour retourner sur les matchs, pardonnez les amis, j'avais trouvé que quand même l'Inter, il avait débuté les matchs un peu mieux par rapport à Naples, jusqu'à en tout cas au fait du penalty, parce que quand même la pression qui l'Inter il avait mis sous Naples, ils n'arrivaient pas comment dire, à se débrouiller. Les penalties qui a tout changé sous la première mi-temps, parce que la faute en plus c'était peut-être un peu bête. C'est un peu aussi le rôle d'Osimhen d'aller à embrouiller les pistes de la défense. Donc lui, il a fait son travail dans ces contextes-là, mais après, il a tout changé. Et donc, c'était très équilibré. C'est vraiment, ça passe pour des points, des moments clés du match. Sinon, dans l'ensemble, quand même, c'était plutôt équilibré. Je ne sais pas comment tu l'as perçu des tribunes, Cédric. Mais effectivement, les 5 premières minutes, l'Inter rentre bien dans le match. On sent qu'il y avait un plan assez précis d'aller agresser cette équipe du Napoli, qui, on le sait, une équipe qui est très compacte, qui est très bien organisée. Les équipes de Spalletti sont toujours comme ça. Et j'en profite pour, encore une fois, féliciter Spalletti pour le travail qu'il fait au Napoli, parce qu'il a repris l'équipe il y a peu de temps. Et s'il en a fait, on voit Lobotka, par exemple, qui était un remplaçant. Il en a fait un régista vraiment de très, très haut niveau. Alors qu'avec le départ d'Anguissa à la CAN, on disait « Oh là là, le Napoli va complètement couler ». Et lui, il sort en Lobotka comme ça, de nulle part quasiment, pour en faire un joueur qui touche 90 ballons par match, enfin qui est vraiment très, très important, et qui, avec Fabien Ruiz, font vraiment un super duo au milieu de terrain. Zielinski plus haut. Effectivement, le penalty était plus qu'évitable de Vrij, qui est dans une période sombre, puisqu'il enchaîne les erreurs. Que ce soit les buts contre son camp, les mauvais placements, les fautes un peu bêtes. Le derby, Giroud marque 2 fois et surtout le deuxième but, il est quand même fautif, donc il est vraiment en difficulté. Il y a des périodes comme ça, il ne faut pas l'accabler, mais c'est toujours des périodes de moins bien. Mais le penalty, moi, oui, je trouve, a changé la donne et l'Inter a coulé. Après le penalty, on ne trouve aucune solution. Le Napoli a fait une première mi-temps de très très haut niveau et des occasions pour mettre le deuxième but, qui je pense... Et là, je pense que Osimhen, il a manqué un peu dans le sens qu'il arrive à embrouiller les pistes, mais il n'arrive pas à avoir encore le poids de marquer, de faire la différence, parce que quand même, il y a des occasions qui pouvaient marquer. Il y a aussi les tentatives de Di Lorenzo, ok. C'est dommage que c'est terminé à côté. Voilà, quand tu mets autant de... Je veux dire, tu laisses passer autant d'occasions. Voilà,
ça arrive, comme c'est arrivé d'ailleurs à froid au début de la deuxième mi-temps, tu prends un but et à ce moment-là, c'est Napoli qui n'a compris plus rien jusqu'à la fin. Et beaucoup du monde se demande pourquoi, Mertens, il n'est pas rentré avant, déjà, parce que c'est quand même un homme qui peut apporter quelque chose de différent avec l'expérience, la vitesse, les positionnements. Donc, c'est un peu bizarre les choix de faire entrer tout le monde à la fin et surtout les derniers coups francs, c'était un peu n'importe quoi, si je peux me permettre. Mais effectivement, le Napoli aurait dû gagner le match en première mi-temps. Il y avait la possibilité de mettre le deuxième but qui, je pense, vu comment était l'Inter, et vu le calendrier qu'a eu l'Inter, il faut quand même le rappeler qu'il y a eu beaucoup de gros matchs là en janvier, qui a joué contre l'Atalanta, qui a joué contre le Milan, qui a joué contre la Lazio, qui a gagné la Supercoupe, qui crée, après 120 buts contre la Juve, qui au-delà de la fatigue, crée aussi au niveau émotionnel quelque chose de remporter un trophée à domicile contre la Juve, ça laisse des traces. Donc malgré tout cela, je pense que l'Inter à 2-0 ne serait pas revenu. Très clairement, parce qu'aussi le Napoli, dans son pressing, bloquait très bien Çalhanoğlu et Barella. Donc on sentait qu'il n'y avait pas de solution. D'ailleurs, les meilleurs joueurs de l'Inter ont été Dumfries et Perisic, les joueurs de côté, parce qu'ils avaient un peu d'espace, mais dans l'axe, c'était verrouillé. Donc ce but un peu chanceux de Dzeko, c'est vrai, a vraiment relancé le match. Et moi, je n'ai pas été surpris des choix de Spalletti, parce que, et Stéphane sûrement non plus, parce qu'il a connu à la Roma. Toi aussi, tu l'as connu à la Roma, Valentina. Moi, je l'ai connu à l'Inter. C'est un entraîneur qui a du mal à aller gagner les gros matchs. Et il a plus tendance à ne pas vouloir les perdre. Et s'il n'a pas fait rentrer Mertens à côté d'Osimhen, c'est parce qu'il ne voulait pas perdre, il ne voulait pas déséquilibrer son équipe. Et s'il a choisi à la fin de passer à 5 derrière, quand il a fait rentrer Juan Jesus, c'était parce qu'il ne voulait pas perdre. Il sentait son équipe fragile, fébrile. Oui. Et l'Inter, de son côté, n'a pas voulu non plus aller le gagner, ce match, parce qu'on a senti une équipe peut-être fatiguée, mais qui ne poussait pas tant que ça. Donc la fin de match, j'ai trouvé bizarre. Il y avait un faux rythme, il n'y avait pas d'occasion. C'était assez étrange. C'est un qui contente les deux équipes, au final, sur ce match-là. Contenté, je ne sais pas, hein, parce que quand même, ça ouvre la porte quand même un peu plus au Milan. On va se souvenir qu'il y aura Milan-Naples au 3 de mars, quand même début mars, je ne me souviens pas la journée exacte. Mais jusqu'à là, à Milan, il n'a pas de grosses, à part la demi-finale de Coppa Italia, clairement. Contre l'Inter, mais vu qu'il ne joue pas la Ligue des Champions, là, Naples, il a la double confrontation avec Barcelone. L'Inter, il a sa double confrontation avec Liverpool, la Juventus, la Villarreal, parce que quand même, il ne faut jamais oublier la Juventus, mais ça, on va revenir après. Donc, Milan, dans l'ensemble, peut-être il a un peu plus de gaz à utiliser, surtout qu'on voit Giroud et Léao faire un bon travail. Pour corriger ce que j'ai dit, peut-être que le match nul ne contente pas les deux équipes, mais personne ne voulait perdre. C'est peut-être c'est là la différence. Ouais. Tout le monde voulait gagner. Voilà, tout le monde voulait gagner, mais personne ne voulait perdre. Et au niveau des blessures, le poids de Politano sur cette équipe, est-ce que la blessure va être préjudiciable pour les prochains matchs? Parce que la semaine prochaine, ils affrontent, ils se déplacent à Cagliari, il me semble. C'est ça, et après ils vont à la Lazio. Ouais, donc, et après, il y aura le Milan. Donc, et après, il y aura le Milan. Donc, il y a 3 matchs après, ils vont à Vérone aussi. Donc, effectivement, le calendrier du Napoli avec Barcelone, comme le disait Valentina, également un aller-retour à jouer, là, sur les prochaines semaines, va être assez compliqué. Et avant de laisser répondre Valentina sur Politano, qui effectivement, on l'a vu dès sa sortie, on ne l'a pas vu à sa place, il a beaucoup manqué la créativité de Politano à droite, que Lozano est aussi blessé. Ouais. Donc, ce qui veut dire que dans ce compartiment-là, Spalletti n'aura pas beaucoup de solutions pour suppléer à part Elmas ou mettre Mertens sur un côté. Il a un problème musculaire, donc il a déjà commencé la réhabilitation, mais bon, c'est sûr, à Cagliari, on ne va pas les voir, à Barcelone, là, on ne veut pas les voir, et c'est vrai qu'est-ce qu'il disait, c'est vrai qu'il a manqué cruellement un sprint parce qu'Elmas, il n'a pas réussi à donner la même empreinte. Et ça aussi, je pense,
sous l'ensemble des occasions à peser sur les matchs. Effectivement, on va passer à l'AC Milan. Du coup, on a un petit peu évoqué donc le nouveau leader de la Serie A. Juste avant, pour fermer, comme tu parlais d'Elmas Napolitano, faire tout de même signaler le bon match aussi de Federico Di Marco qui a remplacé Bastoni. Et il y a pas mal de doutes sur lui en ce moment entre est-ce que c'est plutôt un joueur de couloir, plutôt un défenseur central, plutôt un latéral. On ne sait pas trop. On a l'impression qu'il peut tout faire, mais rien de très bien. Il s'est très bien intégré dans la défense et il a vraiment bien tenu son poste. Il a vraiment fait un bon match. Donc voilà, signaler parce que c'est aussi un joueur qui peut, selon moi, être dans le groupe de la Nationale et de Mancini parce qu'il est polyvalent et le voir répondre sur des gros matchs comme ça, c'est plutôt important pour lui aussi et peut-être donc pour la sélection. Mais donc, l'AC Milan, qui est donc nouveau leader, grâce à Leao, comme tu le disais, Valentina, grâce à son but dès la 8e minute, sur une passe de Mike Maignan, le gardien français qui confirme être l'un des tout meilleurs dans sa cage de Serie A, mais qui en plus a une qualité qui est de plus en plus recherchée dans le foot moderne. Il a vraiment une qualité de pied assez consistante, assez incroyable. Et là, une passe décisive de 70 mètres donc, pour Rafael Leao. Qu'est-ce que vous en avez pensé du but et plus globalement du match? Pour l'anecdote, je lisais ce matin parce que faut dire la vérité, je ne me souvenais pas. Mais il y a un précédent d'un but déjà marqué comme ça à Milan et c'était Dida qui avait fait la passe et aujourd'hui Dida c'est l'entraîneur des gardiens de Milan. Donc voilà, déjà Maignan, il est quelqu'un de capable de faire ça, mais il est en train d'étudier. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils essayent à l'entraînement et je trouve que c'est intéressant de voir cette continuité aussi qui amène des points importants aussi dans la tradition, dans des personnages importants de l'AC Milan et je pense que dans l'ensemble, ça marche. Les matchs en soi-même, je ne les trouve pas très intéressants, je vous avoue, parce que après avoir marqué, il était plutôt endormi, ils étaient souvent au milieu à se débattre les ballons. Peut-être Milan, ce qu'il aurait dû faire, marquer un peu plus, parce qu'on en parlait la semaine dernière, mais aussi sous la différence de buts, ça peut avoir un poids pour la fin de la saison. C'est un peu dommage pour les supporters de Milan qui, leur équipe, ils n'ont pas marqué un peu plus. Et puis le match de 12h30, c'est toujours un peu comme ça. S'il n'y a pas du spectacle, c'est plus dur de le regarder. C'est vrai que c'est un peu aussi cet effet-là. Mais sachant, pour rappeler, pour la différence de but, tu as raison. Sachant que tout de même que le premier critère, c'est la différence de but particulière. Donc en cas d'égalité de points, c'est les confrontations directes. Le Milan a l'avantage sur l'Inter désormais. Et pour Napoli-Milan, ça dépendra du résultat à Naples, puisque Naples avait gagné à San Siro à l'aller en décembre. Ouais. Donc, Milan devra aller s'imposer à Naples pour récupérer cet avantage en cas d'égalité de points en fin de saison. Stéphane, tu veux rajouter quelque chose sur l'AC Milan? Comme vous l'avez dit, c'est un match à midi et demi, c'est jamais très, très évident. Le 1-0, on pourrait penser que ça a été un match un peu accroché ou un peu difficile, mais au final, Milan tire 15 fois, il fait 7 tirs cadrés, et il met qu'un seul but, donc il y a aussi un petit problème de réussite sur ce match-là. Il n'était pas... Ça n'a pas été un match si difficile que ça pour Milan, j'ai trouvé. Et je trouve que c'est aussi... Ils sont descendus un peu plus relaxés. Je l'ai trouvé relaxé du résultat du jeu d'avant. Oui, exact. Mais voilà, dans la course au titre, je trouve que c'est important aussi de gagner ces matchs-là, ces matchs de midi et demi, ces matchs où tu peux très vite te compliquer la tâche. Tu vois, si Leao marque pas à la 8e, tu sais pas comment ça peut aller après, donc c'est important. Et puis quand c'est pas Giroud qui met des doublés, c'est Maignan qui fait une passe décisive pour Leao, donc c'est intéressant. Ils ont plusieurs options. Ils sont intéressants. En précisant que la Sampdoria, c'est vrai, a proposé peu. Gianpaolo est arrivé avec une défense à 5, avec Sensi derrière Caputo. Enfin, c'était quand même assez compliqué. Et j'ai lu quelques commentaires comme quoi Gianpaolo avait enfin réussi un match en faveur de l'AC Milan, mais voilà, parce qu'il a eu un passage assez contrasté sur le banc des Rossoneri. Ils ont posé lui une question bête à la fin de son interview hier. J'ai halluciné. Voilà, sur le fait qu'il avait manqué son rendez-vous avec l'AC Milan, mais je veux dire,
pourquoi tu vas demander ça? Ça me perturbe. Et du coup, ça fait que la Sampdoria se retrouve dans une situation assez délicate là, puisqu'ils peuvent être, ils sont à 2 points de Cagliari, qui est le premier relégable, avec 25 matchs joués. Donc ça peut être difficile pour eux à la fin de saison. C'était un match important et c'est bizarre qu'il n'ait pas plus joué que ça. La Sampdoria n'ait pas pris sa chance plus que ça sur ce match-là. C'est vrai, on verra si Gianpaolo avec Giovinco, qui a donc signé, on en avait parlé la semaine dernière dans notre numéro, il a donc signé, il était sur le banc, je crois. On verra si la Samp arrivera à réagir. Mais bon, c'est vrai que le maintien, ils sont concernés comme le Génois, le voisin, qui est quand même en grande difficulté après ce match nul contre la Salernitana. Les deux derniers qui se... Là, c'était un match nul, on parlait du 1-1 entre le Napoli et l'Inter, qui, bon, arrangeait personne, mais qui déplaisait finalement pas tellement non plus à personne. Les deux camps étaient plutôt contents, ce 1-1. Pour faire une parenthèse maintien entre le Genoa et la Salernitana, pour être assez pesant pour les deux, parce qu'on sent quand même deux équipes vraiment en difficulté et qui commencent à être distancées un peu. Donc, c'est inquiétant. Et le Genoa, ça fait plusieurs années qu'ils sont un peu en difficulté comme ça. Et j'ai un peu peur que le coup près leur tombe cette année, malheureusement. Et le Génois, je regardais un peu leurs statistiques, ils ont gagné qu'un match cette année, et c'était lors de la 3e journée. Depuis la 3e journée, ils n'arrivent pas, à gagner. Et au final, les trois qui sont actuellement en zone de relégation ont tous fait match nul, parce que Cagliari fait aussi match nul avec Empoli, et au final, c'est peut-être Venezia qui fait la belle opération du week-end sur ce bas de tableau, en allant gagner au Torino 2-1. Donc c'est peut-être eux qui sont le plus à même de s'en sortir actuellement, et donc pour ça, attention à la Sampdoria qui n'a que 23 points. Et oui, qui glisse petit à petit. Et c'est vrai que le Venezia, tu as raison de le citer, c'est vraiment un gros travail. Après la promotion surprise la saison passée, vraiment une équipe qui en plus fait du bon football, plaisante à suivre et qui pour l'instant est en train de s'assurer un maintien. Alors confortable, on verra, mais qui en tout cas fait vraiment son parcours. Alors il y a une équipe qui ne joue pas le maintien. On commence à se demander si elle joue vraiment l'Europe, Stéphane. C'est la Roma. Donc il n'y a plus de Coupe d'Italie. Élimination à San Siro pour le retour de José Mourinho contre l'Inter en milieu de semaine. Défaite 2-0 qui a laissé un peu des marques puisque, comme c'est souvent le cas à Rome, ce qui s'est dit dans le vestiaire est sorti. Et Mourinho a eu des mots assez sanglants envers ses joueurs après le revers à San Siro. Et donc oui, là, hier, c'est pas très bien passé. Hein, je veux dire. Ça, il y a de la courant électrique qui passe entre les bancs et les vestiaires. Ouais, vous allez me faire du mal en parlant de la Roma, mais non, on veut pas. C'est compliqué. La Coupe d'Italie, c'était vraiment un objectif de la saison, parce que c'était peut-être le plus accessible, parce que tu arrives en 8e, il y a peu de matchs à jouer. Le premier tour était assez simple, et le match contre l'Inter, ou le non-match contre l'Inter, il a vraiment laissé des traces. Donc on attendait vraiment une réaction contre Sassuolo. Tout ce qui est sorti dans les journaux, sur les radios, concernant la petite histoire dans le vestiaire, et que le groupe était désuni, etc., etc. Comme souvent, c'est compliqué de savoir ce qui est réel et ce qui est inventé pour faire vendre, pour vendre du clic et des journaux. Mais après, voilà, on attendait, pour parler de ce match-là, on attendait une réaction contre Sassuolo. Il manquait uniquement Zaniolo, qui était suspendu pour son carton rouge. El Shaarawy était resté à Rome pour encore un petit problème physique, et Ibanez qui est blessé, donc qui n'était pas en défense. Et comme souvent, j'ai l'impression que les matchs se suivent et se ressemblent. On débute le match, c'est Sassuolo qui a l'avantage du ballon, qui mène un peu la danse. Et après le match, c'est un match de la Roma. On va pas revenir sur les actions, mais on se sauve miraculeusement avec le but de Cristante à la 93e, d'une tête. Comme souvent, quand l'arbitrage est bon, parce que je trouve qu'il a été très bon cette fois, on fait en sorte de donner des points avec ce but de Rui Patricio qui relâche le ballon, la balle déviée par Smalling. Donc c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est quand la Roma est devant, ou un peu le match en main, elle donne des cartouches à ses adversaires pour les laisser revenir et se compliquer la tâche. Moi, le plus gros souci que j'ai actuellement avec la Roma, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas de plan de jeu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose.
On voit des joueurs courir dans tous les sens. On a l'impression qu'ils savent pas trop où ils doivent aller, ce qu'ils doivent faire. Abraham, il vient défendre en surface, après il repart, enfin, il fait des allers-retours. Pellegrini, il y a une ou deux fois où il met des ballons à des endroits où il devrait avoir un joueur pour la récupérer et la zone est complètement vide. Donc c'est compliqué. On dirait que les joueurs savent pas ce qu'ils doivent faire. Alors est-ce que c'est par rapport aux consignes de Mourinho qu'ils n'arrivent pas à les appliquer ou à les comprendre? Mais voilà, on a des latéraux. Karsdorp a été assez mauvais hier soir, mais peut-être que je reviendrai sur lui après pour lui trouver une excuse. Mais voilà, il sait pas il doit avancer, s'il doit reculer, s'il doit remettre à l'intérieur, s'il doit jouer à la profondeur. Alors on dirait que le discours passe pas et que Alors on a l'impression que le groupe est uni parce que contrairement aux autres années, on voit des joueurs qui se battent jusqu'au coup de sifflet final et qui arrêtent pas les matchs quand ils perdent à la 80e. Mais d'un autre côté, on dirait qu'ils savent pas ce qu'ils doivent faire du ballon et comment se placer. Donc c'est assez compliqué. Après, pour revenir au problème qu'on a de milieu de terrain, donc Mourinho se plaignait avant le mercato de janvier parce qu'il n'avait pas un latéral qu'il lui fallait, il a eu Maitland-Niles. Il voulait un joueur au milieu de terrain, il a eu Oliveira. Et aujourd'hui, il dit que ok, il a des joueurs au milieu, mais il n'a pas le Regista qui va pouvoir gérer le ballon, accélérer, écarter ou jouer au milieu. Donc c'est compliqué. On a l'impression qu'on a un milieu, on a 5 joueurs au milieu et qu'il y en a aucun qui a le rôle le plus important pour Mourinho. Donc, le problème, ça semble vraiment un problème de casting dans l'ensemble de l'équipe de la Roma. Pour ce que j'ai lu aussi entre les supporters, les amis journalistes sur Twitter, bon, ils soulignent toujours que, bon, pour beaucoup moins, Fonseca a été détruit sur plusieurs plans. Là, on fait confiance parce que c'est Mourinho, mais fondamentalement, ce n'est pas la faute de l'entraîneur qu'est-ce qu'il se passe à la Roma, mais vraiment, on a l'impression que c'est le casting n'aide pas à avoir une équipe qui soit équilibrée peut-être dans les différentes sections de l'équipe. Après, ce qui est compliqué, c'est que d'un côté, on a un projet sur 2-3 ans. Mourinho le dit depuis le début, il est là pour 3 ans. La première année, ça va être compliqué. Et d'un autre côté, à chaque match, on a des supporters et surtout des journaux, des médias qui veulent à tout prix une victoire, qui veulent à tout prix, ils veulent tout maintenant. Alors ça, c'est normal. Oui, c'est normal, mais du coup. Non, dans le sens, c'est normal. À Rome, c'est encore pire. Oui, dans le sens, Rome et Naples, ça se rassemble énormément. Mais voilà, c'est ce qui fait que je pense que Mourinho a le soutien du vestiaire, a le soutien des Friedkin, a le soutien des tifosi, parce qu'on sait qu'on est sur un projet, on sait l'équipe qu'il a récupérée, on connaît les problèmes, comme tu disais, de casting ou les manquia, enfin on connaît tout ça, donc il faut lui laisser du temps. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué. Et juste pour terminer, quand Pellegrini revient sur ce match alors qu'il a été blessé pendant plusieurs matchs, quand il est parti, il avait derrière lui Cristante Verretou depuis le début de la saison. Donc il avait deux joueurs derrière lui avec qui il jouait constamment. Et hier, il arrive et il joue avec Oliveira et Mkhitaryan derrière lui. Enfin, ou à côté, alors qu'Mkhitaryan, déjà, c'est pas son poste. Mais voilà, c'est compliqué. On dirait que c'est du bricolage. La défense à 3, Mourinho dit que c'est pas le système qu'il aime. On sent que ça marche pas, mais il dit qu'il n'a pas d'autre solution. Donc le système va pas, les joueurs entre eux, on sent que ça va pas non plus. Enfin voilà, il y a pas mal de petits problèmes qu'il faut résoudre assez vite. Parce que, et heureusement qu'il y a l'envie et qu'on voit que cette équipe est motivée et unie. Parce que sinon, ça serait encore plus compliqué. Donc, moi, je me fais assez de soucis. Je pense qu'on va être sur une saison blanche. J'espère qu'on va pouvoir accrocher une conférence League ou une Europa League. Mais, il y avait pris goût à la conférence League, finalement. Ben, en fait, le problème, c'est qu'en début de saison, tu dis, bon, on joue les 3 tableaux. Le plus simple, ça va être la Coupe d'Italie, donc on va tout miser là-dessus. Une fois qu'elle est plus là, ben, tu dis, ben, il reste le championnat et la conférence League. Et donc aujourd'hui, ben, ce que tu entends, c'est que ben, la conférence League, c'est facile. On est pratiquement les favoris, peut-être avec Leicester. Donc, elle est pour nous, on va prendre ça et on va se raccrocher à ça jusqu'à temps qu'on se fasse éliminer. Et là, on se raccrochera aux dernières places de qualification pour l'Europe l'année prochaine. Moi, je pense qu'il faut pas attendre grand-chose. Il faut attendre à ce que, match après match, on voit une équipe qui s'améliore. Un petit mot pour finir sur ce match et sur Sassuolo, parce qu'on les a vus très bons contre la Juve jeudi en Coupe d'Italie. Il faut rappeler qu'ils ont eu 2 jours de moins de récupération aussi par rapport à la Roma et qu'ils étaient privés de Raspadori et Scamacca suspendus. Donc leurs 2 principaux attaquants avec
avec Berardi. Ils forment un trio. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et tu parlais de Regista, comme ça, un petit ajout. Je trouve que Maxime Lopez devient de plus en plus performant. Ça devient justement l'un des meilleurs dans ce rôle-là. Je trouve en Serie A, il est vraiment le Français est vraiment devenu un milieu vraiment très complet dans l'organisation du jeu. Et dans ce milieu à 3 de Sassuolo de cette saison, il est vraiment bien. Déjà, la saison passée avec Locatelli, c'était un très bon duo, mais là, dans ce milieu à 3, il est vraiment très bon. Donc voilà, pour également le signaler, parce qu'on parle peu de lui, je trouve, que ce soit en Italie ou même en France. On a tendance un peu à l'oublier, mais il fait du très bon travail à Sassuolo. Et je ne serais pas surpris qu'un gros club vienne le chercher cet été, parce qu'il fait vraiment de très bonnes choses. Ouais, effectivement, et puis tu sentais, c'est ce que Mourinho avait dit un peu en conférence de presse avant, c'est que techniquement, Sassuolo est supérieur. Techniquement, parce que pour ressortir les ballons, pour construire, ils ont. Voilà, ça fonctionne bien, Fratesi, Lopez, même Enrique à gauche, Ferrari derrière, ça gère bien. Devant, ça peut être rapide avec Berardi, De Frel. Donc voilà, Sassuolo sait comment ils doivent jouer. Il n'y avait pas de surprise. L'avantage qu'avait la Roma, ben, comme tu l'as dit, c'est qu'il manquait Scamacca et Raspadori. Mais bon, ils sont pas su en profiter. Mais après, pour moi, Sassuolo, c'est pas une surprise, c'est une très belle équipe. Ils ont fait des contre-performances sur certains matchs, mais ils vont être dangereux jusqu'à la fin. Et ils savent comment jouer, et ils produisent un très beau jeu. Et en plus, ils perdent Boga au mercato, et ils vont quand même, je pense, arriver à gérer ça et à finir correctement. Et si je me trompe pas, je crois qu'ils se déplacent justement à l'Inter la semaine prochaine. Pour le prochain Exactement, match. dimanche. Exactement, dimanche, il y aura un Inter Sassuolo. Et Dionisi qui fait effectivement du très gros travail, c'est après 2 Herbie. C'est jamais facile de passer après un coach comme ça qui laisse une grosse empreinte, notamment tactique. Et Dionisi confirme aussi que c'est un jeune entraîneur de grand talent. Et comme tu disais, son milieu à 3 fonctionne très bien. Et vraiment toujours une équipe plaisante à voir, Sassuolo, chaque week-end. Je reviens, les amis, pour, comment dire, annoncer, en tout cas, je viens de lire sur Twitter, relancé par Sport Italia, que, bon, la Salernitana serait intéressée à voir Pirlo sous les bancs. Je vous la pose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez après de passer à la Juve pour clore cet rendez-vous? Moi, je dirais franchement, moi je suis Pirlo, j'y vais pas parce que le maintien va être très compliqué. L'effectif a été complètement chamboulé en janvier. Si l'objectif c'est le maintien, non. Si c'est un projet sur vraiment à long terme, on lui donne les clés en lui disant la saison prochaine, même si on va en série B, on te garde, et on repartira et que lui il est intéressé dans un projet comme ça, pourquoi pas. Mais je ne le vois pas en pompier, Pirlo. Je ne vois pas le coach qui va arriver, qui va faire un déclic sur 3-4 matchs là pour recréer un truc. Je ne sais pas, je trouve l'idée un peu surprenante. Ouais, et puis pour te sauver, il vaudrait mieux parier sur un coach d'expérience qui amène quelque chose et comme tu le dis, après Pirlo arriver, oui, sur une nouvelle saison avec un nouveau projet, pourquoi pas. Mais là, arriver au mois de mars pour essayer de sauver une équipe avec tous les changements, comme tu as dit, pendant le mercato, ça me paraît pas une très bonne idée pour Pirlo et la seule chose qui pourrait en ressortir, c'est peut-être se brûler un peu les ailes sur un défi comme ça. C'est bien bizarre, je vous avoue, mais je l'ai voulu Mhm. partager avec vous parce que ça, voilà, ça m'a surpris énormément. Alors, il nous manque un match important. C'était le match de ce dimanche soir. Cet Atalanta-Juve, on va terminer justement par l'ancienne équipe de Pirlo, en rappelant que ce qu'avait fait Pirlo quand même la saison passée n'était pas tout noir, hein. Il y avait quand même eu 2 trophées d'ailleurs avec la Juve et la 4e place arrachée avec un effectif qui était assez déséquilibré. D'ailleurs, quand on voit le début de saison de la Juve, ça, je pense, faut donner un peu de crédit aussi à ce qu'a fait Pirlo, parce qu'on a vu que même Allegri, entraîneur d'expérience, a eu du mal à mettre de l'équilibre dans cette équipe-là. Le mercato de janvier l'aide beaucoup. Et justement, ce mercato de janvier, on a vu la semaine dernière, on en a parlé tout de suite, l'effet de Zakaria et de Vlahovic. On a encore vu un petit peu cet effet-là en Coupe d'Italie. Hier, c'était un plus gros morceau, l'Atalanta, même si l'Atalanta, moi je Il trouve était un un peu peu. diminué Ouais. hier et ils ont vraiment sorti les dents pour, pour ouais, se porter un avantage, parce que c'était quelque chose qu'on n'attendait pas forcément avec les buts de Malinowski. Quel but. Mais quel On but! vous le conseille. Si vous ne l'avez pas vu, on vous le conseille. Ouais, c'est sûrement le plus beau but de la journée, je pense. Hmm.
Et puis, cette nulle arrachée vraiment une dernière minute avec Danilo, si je ne me trompe pas. Et ça dit beaucoup aussi si les matchs étaient très combattus, très ouverts. Voilà, un bon match qu'on n'attendait pas forcément, mais pour la situation de l'Atalanta, les amis. Effectivement, l'Atalanta, je pense que le gros problème de Gasperini, c'est les côtés actuellement. On sent que Gosens s'est blessé depuis un moment et là, donc là, il est parti à l'Inter, donc il a perdu Gosens, qui était un joueur fondamental. On sent qu'à droite, c'est aussi compliqué avec Hateboer, qui a été longtemps blessé, qui a du mal à revenir. Zappacosta, qui est un bon joueur, mais qui n'a pas une énorme puissance physique. Stéphane l'a connu à Rome, c'est un bon joueur, mais voilà, pas un joueur qui fait d'énormes différences. Donc, on sent qu'au niveau des côtés, notamment l'Atalanta est en difficulté. Zapata est blessé pour de longues semaines encore. Les absences pèsent beaucoup. Boga est en train de s'intégrer déjà de façon intéressante. Ça va être, je pense, un vrai atout pour eux parce que la doublette Boga-Malinowski derrière un attaquant, ça peut vraiment faire très mal. Donc, mais oui, c'était plutôt un bon match. Et moi, j'ai trouvé le score plutôt logique. La Juve méritait de ramener quelque chose. Ce sera peut-être pas suffisant dans la course au Scudetto pour eux, à voir ce que feront les trois de devant. Mais en tout cas, oui, je pense que pour moi, le match nul était plutôt logique. Et la lutte entre ces deux équipes-là pour la 4e place, elle promet, on va dire. Ouais, moi, alors je sais qu'on parle pas trop d'arbitrage sur le podcast, mais l'Atalanta aurait quand même pu avoir un penalty sur la main de Ligt, parce qu'elle est... il y en a qui sont sifflés pour moins que ça, et j'ai un peu l'impression que... Ils étaient très énervés d'ailleurs à la fin du match. C'est ça. Déjà, il y a la sortie de Szczesny qui est moyenne. Après, la main de Ligt, et cette main-là, il y a eu des vérifications à la VAR et des pénaltys donnés pour moins que ça. Donc, ouais, c'est 4... Enfin, est-ce que la Juventus, une Juventus qui est pas dans le top 4 ou le top 5, c'est un peu gênant pour la Serie A, donc... Est-ce qu'il y a des décisions comme ça qu'on va voir plus souvent en fin de saison? J'espère que non, mais voilà, moi ça me dérange un peu que l'Atalanta perde, fasse un match nul sur une décision comme ça, où dans beaucoup de matchs depuis beaucoup de journées, on a de la VAR pour moins que ça et des décisions litigieuses. Mais après voilà, Vlahovic, il a 2-3 grosses frappes où il aurait pu mettre des buts. Enfin voilà, après le match nul sur le contenu, comme tu dis, est peut-être mérité pour la Juventus, mais voilà, ce petit passage où cette main, je pense que 9 fois sur 10, elle est sifflée pour les autres, n'est pas sifflée, ça me dérange un petit peu. Et on va se souvenir que ce soir, parce que là, on enregistre à la moitié de la journée, il y a aussi Fiorentina Spezia qui, bon, ça va mettre les passés d'Italiens au devant avec Motta qui récemment était nommé meilleur entraîneur de la Serie A pour les mois de janvier. Et donc, quand même, ça va être intéressant de voir où en est la Fiorentina et si Motta avec la Spezia peut faire quelque chose à Italiano, l'ancien entraîneur. Et la Fiorentina qui, en cas de victoire, serait à un point de la Roma avec un match en retard et qui pourrait passer devant et mettre la Roma à la 8e place. Donc c'est sachant que la semaine prochaine, la Roma reçoit le Hellas Vérone qui a une très belle victoire 4-0 sur l'Udinese ce week-end. Et il y a que 4 points qui les séparent. Donc voilà, en cas de défaite de la Roma la semaine prochaine, le Hellas sera plus qu'un point. Donc les prochaines journées vont être très importantes et très compliquées pour la Roma, et Fiorentina et Hellas ont de quoi en profiter pour une belle fin de saison. Effectivement, la Fiorentina, est-ce qu'on parlait de l'Atalanta tout à l'heure, la Fiorentina qui a éliminé l'Atalanta en Coupe d'Italie. Là aussi, l'Atalanta n'était pas très très heureux niveau arbitrage sur ce match-là, mais voilà, la Fiorentina qui s'est qualifiée et qui affrontera la Juve donc en demi-finale, match aller le 2 mars, donc avec un retour de Vlahovic déjà à Florence pour ce match-là. Ce sera aussi un petit clin d'œil intéressant à suivre, mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler. C'est dans 3 semaines. Donc, en cette journée des amoureux, on va pas parler des couples qui se sont séparés de façon un peu triste et avec amertume ces derniers jours.
Non, on va terminer sous cette match de ce soir avec l'espoir de voir un beau match. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'intéressant de voir des jeunes entraîneurs parce que c'est toujours un problème d'avoir des jeunes entraîneurs sous les bancs. Et là, on voit quand même quelque chose en train de changer et on souhaite juste le meilleur à tout le monde. Exactement. Et nous, donc, on va se quitter. On espère que ce 4e numéro de Calcio Espresso, version Serie A avec Amoroma, vous a plu. Donc, vous pouvez retrouver sur les plateformes de Calcio Espresso et sur le site amoroma.fr ce podcast. Suivre Stéphane et toute son équipe sur l'actualité de la Roma, en espérant que ça aille un petit peu mieux dans les prochaines semaines pour José Mourinho. Et puis nous, on va vous souhaiter aussi une bonne semaine européenne, puisque c'est le retour des coupes européennes à partir de mardi, Ligue des Champions, Europa League, Conference League. Donc voilà, aussi une belle semaine européenne qui nous attend. Tout à fait. Hâte de retrouver ces compétitions, surtout parce que tout le monde sera assez chargé. Donc on attend ce match avec impatience, Stéphane. Ouais, une belle semaine qui nous attend et ça va nous donner un beau podcast lundi prochain pour débriefer tout ça. Belle journée, une belle soirée à tous, une belle semaine de foot avec une petite victoire de la Roma pour que j'arrive lundi avec un grand sourire. On te les souhaite. Merci Valentina, merci Stéphane, merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Bye.